Bonjour Sylvain. Bonjour, bonjour. Ravi de t'avoir, hein. Si tu me permets, je peux te tutoyer, si tu me le permets. Bien sûr, ça me fait plaisir, mais oui. Ok. Au Québec, on tutoie, donc il n'y a pas de problème. Bon, ben super, voilà, c'est plus facile. Mhm. Sylvain, ben, je te remercie d'avoir accepté ma sollicitation pour cette interview vidéo. Mhm. Mhm. L'idée que l'on va aborder aujourd'hui, c'est donc le sujet de l'intuition. C'est un sujet Ouais. qui est intéressant, qui m'intéresse fortement et qui, je pense, mérite d'avoir un peu plus de précision. Voilà, et on va tenter au cours de cette interview, avec tes connaissances, bien sûr, d'arriver à décoder, hein, les ressorts de l'intuition. Voilà, quelle est la mécanique en fait qui permet d'activer l'intuition et sous quelle forme, bien sûr, toi, dans ton esprit, se met en place l'intuition. Très très bien. Ok. Mhm. Voilà. Alors écoute, avant qu'on démarre, je vais te laisser te présenter. Voilà, en deux, trois mots, qui tu es, d'où tu viens, voilà, avec ce joli OK. accent. Deux, trois mots, c'est peu, mais quand même, j'ai essayé de. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, moi, j'étais au début de ce parcours-là intuitif, et c'est celui qui nous intéresse. J'ai rencontré un guérisseur qui s'appelait Ron Young, il y a 25 ans à peu près. Et ce monsieur-là, finalement, donc, enseignait ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Il avait donc été formé par des chamans, par des guérisseurs spirituels. Donc, il y avait un enseignement qui proposait le développement intuitif, l'exorcisme et le travail énergétique. Alors évidemment, ça a été un peu un choc pour moi parce que je ne m'attendais pas à parler d'exorcisme dans un cours d'enseignement comme celui-là parce qu'on m'avait invité, on m'avait dit ah, tu vas aimer ça. Donc j'avais été un peu trop sans savoir dans quoi je me situais. Et j'ai découvert finalement, je suis tombé en amour avec d'une part le guérisseur qui dégageait quelque chose de vraiment très sympathique qui me plaisait beaucoup, mais aussi l'enseignement qui me finalement, bon, faisait découvrir que par des expériences qui était finalement de l'ordre de l'imagination, on découvrait à quelque part qu'il était possible de découvrir qu'on pouvait donc voyager à l'intérieur de soi, mais aussi voyager vers une autre personne, faire des soins, etc. Donc ça m'a beaucoup plu dès le départ et je l'ai suivi pendant 3 ans. Et puis par la suite, donc la principale chose que j'ai remarqué, c'est que moi j'avais une grande facilité à développer cette habileté-là, mais il y avait énormément de gens autour de moi qui n'avaient pas la même habileté que moi, qui avaient même de la difficulté, qui n'arrivaient pas à développer leur habileté. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est moi qui est tombé dans une potion magique ou est-ce que c'est eux qui ne comprennent pas comment ça se passe et que moi, j'ai une certaine facilité qu'eux n'ont pas? Alors, ça m'a amené donc à un questionnement au niveau de la méthodologie, c'est-à-dire que le chamanisme, en général, n'enseigne pas de méthode. Il propose des expériences et tu te débrouilles d'une certaine façon avec. C'est-à-dire que l'enseignant, je me rappelle, je posais des questions, il me disait, bon, quand tu seras prêt, tu recevras la réponse. Alors, c'était frustrant parce que moi, j'avais besoin de connaître comment ça fonctionnait. Et c'est ce qui m'a amené à développer l'écoute imaginaire, qui est donc l'approche que je propose aujourd'hui, qui intègre donc le décodage intuitif, les soins, la déprogrammation entre une série de techniques qui ont pour objectif donc de favoriser le développement de l'intuition et favoriser aussi la notion du langage. C'est-à-dire que pour moi, l'intuition repose sur l'imaginaire et l'imaginaire, c'est finalement le support qui permet de voyager en soi ou vers une autre personne pour découvrir qu'il y a vraiment un langage ou une communication qui existe entre moi et moi, si je le fais sur moi-même, ou moi et une autre personne, si je le fais sur une autre personne également aussi. Donc, c'est un peu ça l'idée de l'écoute imaginaire. D'accord. Donc, c'est en quelques mots. Ok, d'accord, très bien. Alors justement, tu as créé une école, je crois. Une C'est ça, il y école, a des une livres qui ont été formation, une écrits. école, ouais. Mhm. Oui, ben, des livres qui ont été écrits au début, parce qu'au début, moi, je présentais un enseignement qui était plus proche de ce que le guérisseur m'avait enseigné. Puis avec le temps, j'ai vraiment pris une distance pour la simple raison que je ressentais le besoin de me rapprocher du modernisme, parce que j'ai une pensée assez moderne. Le chamanisme est superbe, sauf que à quelque part, je trouvais qu'on avait oublié d'intégrer le modernisme actuel dans le chamanisme, et c'est ce qui m'a intéressé, moi, de faire, c'est de se rapprocher donc de cette vision moderne. Donc, l'écoute imaginaire, c'est venu donc l'idée de monter une structure d'enseignement assez élaborée et qui est maintenant devenu donc un enseignement qui est proposé sous forme web ou sous forme en personne, effectivement, oui. Mm. D'accord, ok, très bien. Et ça, tu enseignes ça au Canada et en France aussi, je crois. C'est en fait les circonstances de la vie ont fait que je me suis beaucoup finalement développé en France et peut-être même moins au Québec maintenant qu'en France parce que c'est plus développé ici. Sauf que j'enseigne effectivement au Québec, en France, en Belgique et en Suisse. L'idée là-dedans, c'est de
développer un peu le marché francophone dans un premier temps, ben, c'est donc finalement ça que c'est mis en place tout doucement, oui. D'accord, ok. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que tu as dit plein de choses intéressantes, quels sont tes projets professionnels là, dans les mois à venir? Les projets, ben en fait, l'idée de l'écoute imaginaire, c'était dans un premier temps, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, au niveau de l'aspect thérapeutique, on a mis beaucoup l'emphase sur les premiers livres de l'écoute imaginaire sont des livres quand même, le premier livre qui a été écrit est un livre assez costaud, assez élaboré, ensuite il y a des livres plus pratiques, on est toujours resté autour de l'idée de l'écoute imaginaire, mais mettant l'emphase beaucoup sur l'aspect intuition, comment développer son intuition par la pratique, donc dévoiler les secrets, pourrait-on dire ça comme ça. Et là, les prochains projets sont de donner un peu plus de créativité, je dirais, dans le processus intuitif. Il y a un jeu de cartes devrait apparaître en septembre, qui va favoriser le développement de l'intuition en tenant compte des chakras. Et il va y avoir également donc des grilles qui vont être des grilles ludiques qui vont permettre aussi de travailler à développer l'intuition, mais toujours par le biais de supports. Et il y a également un troisième projet qui s'appelle les biorhythmes psycho-énergétiques, associés donc au chakra encore une fois, dans lequel on va apprendre justement à intégrer un peu l'astrologie avec l'intuition. Okay. Alors tout ça, c'est comme des supports pour permettre le développement de l'intuition. Voilà. D'accord, ok, très bien. Okay. Alors tu as parlé de deux, trois choses intéressantes sur lesquelles je pense qu'il est intéressant de revenir. La première, c'est quand tu parles d'imaginaire. Qu'est-ce que tu entends quand tu parles d'imaginaire? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu vois par là? Pour moi, l'imaginaire, c'est une façon d'appréhender la réalité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, je peux toujours constater que j'ai autour de moi un monde extérieur, un monde physique, un monde terrestre qui est à l'extérieur de moi-même. Mais la façon d'appréhender ce monde extérieur-là va se faire à travers les sens que j'ai à l'intérieur de moi-même. Et ces sens-là, finalement, vont enrichir, vont construire un langage à l'intérieur de moi qui va reposer sur le mode imaginaire et qui va me permettre de percevoir la réalité avec des yeux plus ou moins subjectifs au début, parce qu'évidemment, on va regarder avec nos propres yeux qui vont porter un regard sur cette réalité-là. Et c'est ça, finalement, qui va être la première étape de notre apprentissage de vie. Sauf qu'avec le temps, il est possible qu'on arrive à constater que dans ce mode de perception imaginaire, on découvre qu'il y a une forme de sagesse. Et cette forme de sagesse-là, effectivement, elle est animée par une conscience supérieure, pourrait-on dire ça comme ça, une forme de sagesse intelligente qui anime notre être et qui nous invite justement à lui faire confiance davantage pour commencer à élargir notre vision du monde et à se rendre compte que cet univers-là qui est autour de soi fait partie de nous finalement et que nous, on fait partie de lui et que quand on apprend justement à reconnaître ce fluide de vivant qui est en soi et est à l'extérieur de soi, ben, on commence à se rapprocher un peu de ce qu'on pourrait appeler la physique quantique, hein, c'est-à-dire que tout est énergie et qu'il n'y a rien qui... on est tous reliés en fait. C'est ça un peu l'idée de ça, voilà. Tout à fait, ouais. Alors, tu parlais aussi de chakras. Pour les non-connaisseurs, voilà, ou les gens qui vraiment découvrent cette vidéo ou qui découvrent le sujet en fait, de l'intuition, qu'est-ce que c'est qu'un chakra? En fait, c'est une tradition ésotérique hein, qui propose l'idée que les chakras sont des centres d'énergie qui reçoivent de l'énergie tellurique et de l'énergie cosmique et vont la redistribuer dans le corps. On dit que 7 chakras, il faut savoir que 7 chakras supposent plusieurs regards différents, c'est-à-dire que les 7 chakras peuvent être perçus d'un point de vue énergétique comme étant des centres de distribution énergétique. Alors, plus mes chakras sont développés, plus j'arrive à distribuer de l'énergie de plus en plus complexe et organisée dans mon être. Donc, j'arrive à développer une santé plus importante. Donc, ça, c'est le premier aspect. Alors, les chakras, donc, je peux peut-être les introduire. Donc, le chakra racine qui est au niveau vraiment du bassin. Le chakra sacré qui est au niveau du ventre. Le chakra solaire qui est au niveau du plexus solaire. Le cœur qui est au niveau du chakra du cœur, évidemment, donc cette localisation-là. Chakra de la gorge, à la gorge. Chakra frontal au front. Chakra couronne au sommet de la tête. Chaque chakra est en relation avec des glandes endocrines. Donc, quand on commence à regarder d'un point de vue plus physiologique, on se rend compte que les chakras ne sont pas strictement des structures énergétiques, mais elles sont supportées par la matière. Et c'est intéressant peut-être de noter que le physicien Popp, qui est un Allemand, a mis en évidence, lui, que les cellules du corps absorbaient de la lumière cosmique par le biais du soleil. Hein, le soleil émet de la lumière, et les cellules du corps absorbent cette lumière-là et en réémettent. Alors, ce guérisseur-là, ce physicien-là plutôt, a mis en évidence que ce qu'il avait découvert, en fin de compte, c'était l'aura, tout simplement, qui a démontré scientifiquement la preuve, et que l'aura serait un produit donc de cet échange énergétique qui se fait entre le soleil et les cellules du corps. Donc, les chakras, on peut facilement envisager que ce sont des vortex plus importants, un ensemble de cellules plus importantes
dans lequel, évidemment, il y a une émanation énergétique lumineuse plus importante, dû au fait que les glandes endocrines sont des organes très importants aussi pour le développement du corps humain également. D'accord, ok. Alors, moi j'avais entendu parler des chakras et justement un mot peut-être qui vulgarise tout ça, c'est d'ouvrir justement les chakras. Alors en quoi en fait justement d'ouvrir ces chakras et le fait d'être voilà peut-être comment dire qui puisse capter finalement quelque chose hein, de l'ordre de ce que tu expliques. En quoi ça va développer son intuition? Quel est le rapport? Quel est le lien? Tu vois, c'est une bonne question que tu poses parce que moi, je suis pas à l'aise avec ce genre de questions-là, dans le sens que je vais t'expliquer pourquoi. C'est que quand j'ai voulu sortir de l'ésotérisme, parce qu'avec la formation avec Ron, j'avais reçu un enseignement très riche mais pratique. Quand j'ai choisi de me distancer de lui parce que j'avais des choses sur lesquelles je ne me sentais pas à l'aise, j'avais envie d'aller voir dans les librairies, connaître la théorie, puisque dans cet enseignement-là, il n'y avait pas de théorie tant que ça. Et j'ai constaté que sur les chakras, par exemple, il y a énormément d'informations qui sont dites et répétées dans tous les livres sur les chakras et qui ne sont pas d'ordre pratique. Et par exemple, quand on dit, bon, ouvrir les chakras pour développer son intuition, etc., pour moi, c'est un langage qui ne me parle vraiment pas, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de regarder de point de vue. Si j'oublie les chakras, si j'oublie le corps éthérique, toutes ces notions ésotériques un peu compliquées, je ramène ça à une simplicité extrême. Je ramène ça simplement au monde imaginaire. Et qu'est-ce que le monde imaginaire me permet de découvrir? C'est que mon corps peut être ouvert ou fermé. Alors, on vient avec la notion des chakras à ce moment-là. Si moi, je suis bloqué dans une zone de mon corps, qui peut être associée à la localisation d'un chakra ou non, cette zone-là qui est bloquée va m'empêcher donc d'être une bonne antenne. L'antenne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, si je suis une antenne, je vibre du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. C'est-à-dire que je suis capable de recevoir l'énergie tellurique de la Terre, l'énergie cosmique du ciel, et je suis capable de la faire circuler en moi comme si j'étais un canal d'énergie. Plus je suis dans cet état de canal, plus je suis dans un état de neutralité, et plus je suis dans cet état de neutralité, plus je suis réceptif d'une façon objective aux signaux qui vont se manifester en moi ou aux signaux qu'un partenaire pourrait émettre. C'est alors que l'intuition va pouvoir se développer le plus adéquatement possible, puisque l'imaginaire, il faut bien comprendre une chose, si je suis subjectif, c'est-à-dire que je reconnais que le mode imaginaire est un mode qui m'appartient, mais c'est évident que je me ferme à la possibilité de concevoir que l'imaginaire est peut-être une façon de communiquer que nous avons oublié de développer en tant qu'être humain, dû à la raison, etc. Et que finalement, si on réapprend à reconnaître l'imaginaire comme étant une forme de moyen de communication, mais c'est là qu'on renoue contact avec l'intuition à ce moment-là. D'accord. Et quand tu dis qu'on l'a oublié, est-ce que tu penses qu'on ne l'utilise plus ou que en fait on l'utilise toujours mais que quelque chose de l'ordre de la réflexion en fait vient par-dessus et envelopper et finalement inhiber ces capacités que l'on a tous? Est-ce que tu partages ça déjà? Est-ce que déjà tu partages que tout le monde a cette capacité? Absolument, ça, Ouais. c'est 100% sûr. Comme je dis, c'est que ce qui est intéressant, c'est quand on regarde historiquement parlant l'être humain, comment il a développé sa relation avec l'intuition est intéressante. Il a mis des gens sur les bûchers parce qu'ils étaient intuitifs. La psychanalyse a développé, la psychiatrie a mis en évidence que toute forme de comportement intuitif était psychiatrisée, potentiellement. Là, je fais référence au DSM, et bon, c'est qui change et qui évolue quand même, mais à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps, toute forme de comportement dans lequel on pouvait se dire intuitif, on était carrément dans une case en psychiatrie, on était carrément donc identifié comme un potentiel de cas psychiatrique. Donc, l'être humain refuse l'intuition depuis très très longtemps, parce que l'intuition le met en contact avec Dieu, le met en contact avec quelque chose de plus grand que lui. Et comme l'être humain n'est pas à l'aise avec cette grandeur-là, parce qu'il essaye lui-même de se percevoir comme étant le patron à bord, c'est évident qu'on traîne, avec nous, des grandes blessures à ce niveau-là. Et je pense que quand on commence à aborder le travail intuitif à l'intérieur de soi-même, on est confronté à la mémoire collective humaine qui a énormément de souffrance, qui a énormément de douleur autour de cette démarche intuitive-là, puisque ça touche la foi, une foi qui n'est pas religieuse, mais qui est une foi de vie. La foi vivante en soi, on reconnaît la vie en soi et on lui donne de l'importance. Et je pense que dans ce sens-là, on a peut-être, en tant qu'être humain, à réapprendre à faire confiance à cet outil-là. Et c'est certain que jusqu'à maintenant, socialement parlant, on n'a aucune invitation claire, et même on a peut-être plutôt l'inverse, de développer ça. C'est comme si ce n'était pas favorisé du tout. On vit dans une société où on doit se conformer à la société et non pas se conformer à ce qui se passe en soi. L'intuition nous invite à renouer contact avec soi, renouer contact avec la sagesse intérieure de nous-mêmes qui nous parle finalement. Ouais, tout à fait. Ouais.
Tu parlais tout à l'heure d'énergie tellurique et cosmique, voilà, et que finalement nous étions donc une sorte d'antenne et donc de connexion. Quels sont les éléments qui permettent justement cette connexion? Ben, il y a plusieurs éléments maintenant qui commencent à prendre forme. Bon, d'abord, quand on parle d'énergie tellurique, par exemple, quand moi j'ai commencé la formation avec Ron, on parlait d'énergie tellurique comme étant une énergie de la Terre, mère de la Terre. C'était un peu ésotérique, encore une fois. J'avais pas de problème avec ça, sauf qu'il est intéressant de constater que maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle Schumann qui a mis en évidence qu'il y avait un champ qui s'appelait le champ Schumann, c'est comme ça qu'il l'a appelé, de son prénom, de son nom plutôt, et qui a mis en évidence qu'il y avait donc une énergie électromagnétique qui était produite par la Terre. Plus récemment, il y a des gens qui développent des appareils, des petits appareils tout simples, hein, qui permettent de simplement se connecter avec l'énergie de la Terre. On se branche à la prise de terre, par exemple, de notre maison, et on va donc, ils ont constaté que ça faisait du bien de faire ça. Alors, ils ont développé des appareils. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Ça fait longtemps que moi-même, j'en parle aussi dans ma pratique parce que je trouve ça intéressant de rappeler que cette connexion avec la Terre nous permet d'éliminer l'acidité. Ce qui veut donc dire que comment on fait pour reprendre contact avec l'énergie de la Terre, pour commencer? Bien, d'abord et avant tout, on peut déjà se décharger à la Terre, décharger cette acidité-là, en se mettant les deux pieds à la rosée du matin régulièrement. Ce serait déjà une façon de faire. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on décharge l'acidité vers la Terre, donc on se décharge de ce surplus d'acidité-là. Et ensuite, en échange de ça, bien évidemment, la Terre va nous donner des ions négatifs. Alors, les ions négatifs, c'est intéressant parce que les ions négatifs vont permettre justement à la circulation énergétique de notre corps de se faire plus harmonieusement et plus facilement. Plus cette présence de l'énergie de la Terre est dans notre corps, plus on reconnecte justement avec le sentiment qu'on est supporté, qu'on est soutenu par une présence énergétique qui se veut être l'énergie de la Terre, où on se sent justement supporté, on se sent enraciné, on se sent plus vivant. Alors l'idée de la pratique intuitive, c'est de d'abord et avant tout reprendre contact avec cette présence de la Terre pour qu'elle remonte des pieds jusqu'au cœur. Alors évidemment, donc, comment on va faire ça? On va le faire donc par l'exercice de la rose du matin que je décrivais tout à l'heure, mais on peut aussi amener en plus l'imaginaire là-dedans. C'est-à-dire d'imaginer qu'on crée des racines sur la plante de nos pieds et qui vont descendre jusqu'au sol, et on va simplement imaginer que cette énergie de la Terre va nous être, va pénétrer ces racines et vont se propager tout doucement dans nos pieds et remonter progressivement jusqu'à notre cœur. Cet exercice-là, qui est un exercice imaginaire, pour moi, est un exercice qui touche vraiment la notion de physique quantique, dans le sens que moi, je pense qu'en tant qu'être humain, on est capable de se syntoniser au champ électromagnétique. Et que l'énergie de la Terre, on est capable de se syntoniser à l'énergie électromagnétique que la Terre produit, et on est capable donc de l'amener dans notre corps et de la faire pénétrer, propager dans notre corps, de s'ajuster à elle pour qu'elle puisse finalement se syntoniser à nous et qu'on puisse vraiment être habité par cette présence de la Terre. Alors, quand on a atteint cette étape-là de l'énergie de la Terre qui circule dans notre corps, on devient un peu comme un point d'ancrage qui va faire qu'on va être capable d'attirer vers soi l'énergie du ciel, donc l'énergie du cosmos, des étoiles, des planètes, de l'infiniment grand. Et on va la faire circuler du sommet de la tête vers notre cœur de la même façon. Et dans ce sens-là, il y a deux énergies qui vont se réunir dans notre cœur, la Terre et le ciel, et c'est ça qu'on va appeler la référence intuitive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce soleil rayonnant lumineux, qui est l'expression de la Terre et du ciel, se manifeste, c'est un peu comme si on allait maintenant apprendre à lui faire confiance. Et à lui faire confiance, et donc de développer plusieurs séries de techniques qui vont permettre d'interagir dans notre monde imaginaire avec cette énergie intuitive de sagesse qui va nous permettre donc de pouvoir justement se rendre conscient de ce fameux langage imaginaire dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Alors tu parles de champ électromagnétique et puis tu parlais aussi de monde éthérique. Tu as parlé tout à l'heure de l'éther. C'est la même chose pour toi, ça? Ben, je pense qu'avec la physique quantique, là, on est en train de toucher quand même peut-être des zones qui étaient jusqu'à maintenant ésotériques. On est en train de mettre la lumière dessus pour se rendre compte que ces univers subtils, à quelque part, sont véritablement démontrables scientifiquement parlant, et la physique quantique commence vraiment à aborder ce sujet d'une façon plus importante. Donc, pour moi, évidemment, quand je parle d'énergie électromagnétique, bon, j'irais jusqu'à dire que les physiciens l'annoncent de plus en plus, qu'il y a des particules qui ne sont pas encore identifiées ou qui commencent à être identifiées, et ces particules vont de plus en plus vite que la lumière. Elles ont des particules qui nous permettent donc d'accéder à des univers qui sont encore méconnus actuellement. Et je pense que dans la tradition ésotérique, on avait compris cela parce que justement, par le moyen intuitif, par le moyen imaginaire, on peut vraiment pénétrer dans ces univers-là et découvrir leur réalité.
Alors, je pense que c'est ça, on est en train de rejoindre ces deux univers. La physique quantique nous permet de donner une forme plus concrète et plus explicative de ces univers qui étaient peut-être un peu ésotériques et un peu inaccessibles jusqu'à maintenant. Ouais, tout à fait. Moi, je te rejoins complètement sur ce point. C'est d'ailleurs la découverte de la physique quantique qui, justement, m'a donné une forme de croyance, justement, à ce monde ésotérique dont tu parles. Ouais. Parce que Tout à sinon, fait, c'est bien très sûr, abstrait. ouais. Ouais. Exact, oui. Pour les personnes qui sont cartésiennes et très rationnelles, c'est drôlement utile d'avoir la connaissance de la physique quantique. En tout cas, d'être sensibilisé, parce que bon, c'est difficile de tout comprendre. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est un univers qui est encore un petit peu obscur encore. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, euh, on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on l'évoque un peu plus maintenant. C'est que, on a dit que tout le monde avait ses capacités, mais est-ce que tu penses que il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres ou qui ont une forme de don justement pour capter ça de manière originelle, je dirais. La notion de don, elle repose sur des principes tout simples. C'est-à-dire que si moi, mes frontières corporelles, c'est-à-dire ma densité terrestre, je ne l'habite pas complètement. C'est-à-dire que mon véhicule imaginaire, pour moi, le véhicule imaginaire, c'est la conscience corporelle. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une conscience corporelle qui est vraiment incarnée? Par exemple, quelqu'un qui est très terrestre, qui est vraiment très, très terrestre, ne va pas concevoir que son imaginaire puisse voyager, par exemple, dans une pièce à côté de celle-ci. Parce que c'est pas possible dans sa tête à lui. Par contre, il y a d'autres êtres humains qui ont un niveau de sensibilité aiguë. Leur conscience semble moins concrète, c'est-à-dire qu'ils sont moins denses dans leur conscience corporelle. Et eux, même sans le vouloir, ils vont se retrouver dans la pièce à côté. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une relation avec leur imaginaire qui va les amener à constater que leur conscience corporelle n'est pas une frontière pour eux. C'est-à-dire que logiquement, notre corps physique devrait être la frontière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voyager à l'extérieur de cet espace-là. Sauf qu'on constate de plus en plus qu'il y a des gens qui ont un certain niveau de sensibilité qui les amènent donc à prendre conscience, qui sont capables donc de capter. Par exemple, ils vont sentir l'émotion que vous avez, par exemple, que tu pourrais avoir, sans qu'ils te rencontrent, sans qu'ils perçoivent ça naturellement. C'est un niveau de sensibilité aigu. Alors pour moi, ces gens-là, quelque part, sont inévitablement les gens qui ont le plus de facilité à développer une pratique comme celle de l'écoute imaginaire, puisque leurs frontières corporelles sont déjà dissoutes en quelque part. Ouais, donc, moi, par exemple, j'avais une certaine facilité parce que je crois que lorsque j'ai commencé ces formations-là, je n'avais pas une conscience corporelle très, très forte et j'avais cette capacité, évidemment, pour moi, de voyager naturellement. C'était pas une invention, c'était quelque chose qui était évident pour moi. Donc, sans m'en rendre compte, c'est devenu facile pour moi puisque j'avais une conscience corporelle qui me permettait facilement de pouvoir accéder à cette réalité-là. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que le principal obstacle, c'est une croyance? Ben, moi, je pense que certainement, que le monde imaginaire, quand on commence parce que moi, dans ma pratique, la première chose qu'on fait quand on veut faire une démarche intuitive, c'est d'aller explorer l'intérieur de soi, ce monde-là, hein, pour connaître le langage. Et qu'est-ce qu'on découvre quand on commence à voyager l'intérieur de soi? C'est une notion toute simple, que la première démarche pour arriver à devenir intuitif, c'est se libérer du connu. Se libérer du connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi je pénètre dans mon monde intérieur, les premiers contacts que je vais avoir avec moi-même, c'est ce que je connais de moi-même. C'est ce qui me rassure, c'est ce qui me réconforte, c'est ce qui me stabilise. Donc, la démarche, évidemment, qui va être le défi, finalement, pour faire une pratique intuitive sur soi-même, c'est d'être capable de faire confiance assez à la démarche intuitive, au monde imaginaire, pour dépasser ce connu-là. Et ça, c'est une difficulté en soi. Alors, évidemment, quand on parle du monde des croyances, c'est que si moi j'ai des croyances assez arrêtées sur ma propre vie, ben je vais me fermer à la sagesse intuitive en m'accrochant à ce que je crois. Et en faisant cela, bien évidemment, je vais me fermer au processus intuitif. Et c'est ça, évidemment, qui est le danger de la pratique intuitive de soi-même, hein, c'est d'être confronté à nos propres croyances. C'est évident qu'il y a donc un apprentissage pour arriver à défaire les nœuds pour accéder justement à un monde plus ouvert, un monde dans lequel justement cette sagesse intuitive va pouvoir se manifester. D'accord, on est d'accord. Ouais, tout à fait. Alors, comment tu définirais finalement l'intuition? Quelle définition tu donnerais à l'intuition? Ben, en fait, pour moi, l'intuition, quand j'ai réfléchi à comment je voulais appeler la méthode que j'avais reconnue, qui existait, en fait, moi, j'ai appelé ça l'écoute imaginaire parce que pour moi, l'intuition, ça fait référence à une foule de choses, une foule de désignations. Alors, l'imaginaire, moi, je me suis dit, le plus simple, c'est appelons les choses comme elles doivent être appelées. C'est-à-dire que l'intuition peut se manifester de diverses façons. Par exemple, je peux être un intuitif que je dirais comme un intuitif de temps à autre. C'est-à-dire que par moment, je capte des choses.
qui me viennent à moi. C'est une intuition. J'ai eu l'intuition d'eux et c'est superbe. C'est une forme de créativité qui se manifeste de temps à autre. Je n'en ai pas le contrôle de cette intuition-là, malheureusement. Alors, donc ça, c'est une première expression de l'intuition. Il y a ensuite, évidemment, l'intuitif qui va être, par exemple, très visuel, qui va percevoir des flashs, qui va avoir des images, qui va se manifester à lui, qui va capter il va être visionnaire, il va avoir donc vraiment cette notion d'image qui va se manifester à lui. Donc, il y a des gens qui sont très visuels, en fait, dans l'intuition. Il y a des gens qui sont très auditifs, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment entendre une voix, qui vont leur parler. Alors, ça, c'est des gens qui vont être donc plus clairaudients. Il y a des gens qui sont clairsentients, c'est-à-dire qu'ils vont plus ressentir dans leur corps les sensations. Par exemple, je me mets en relation avec toi, puis je sens, admettons, de la tristesse qui ne m'appartient pas, mais qui t'appartient, par exemple. C'est une sensation que je ressens, qui peut être inconfortable, évidemment. C'est pour ça qu'il faut donc savoir quoi faire avec. Plus rarement, il y a des gens qui vont être plus de l'ordre qui vont goûter les gens. Ils vont goûter, tu goûtes la vanille. Alors, si on questionne la vanille, ça nous amène à une réflexion, à comprendre pourquoi la vanille est présente. On peut humer quelqu'un, c'est-à-dire on peut avoir des odeurs qui se manifestent. Alors, tous ces sens-là, finalement, peuvent être utilisés pour développer donc l'intuition. Alors, pour moi, l'intuition, on peut être intuitif vraiment de temps à autre, même très rarement, par moment, sans maîtriser. Et moi, l'objectif de la pratique d'écoute majeure, c'est d'arriver à comprendre que tous ces outils-là que je viens de nommer vont me permettre de comprendre que cet imaginaire-là, c'est comme une langue. Alors, si je parle le français, je peux connaître les bases du français puis être capable de me débrouiller pour questionner, demander des trucs, etc. Je peux connaître mon français d'une façon très, très établie, très élargie, avoir un langage très complexe, être capable de vraiment passer par toutes les gammes de communication grâce à ce langage complexe que j'ai. Alors, la pratique de l'écoute majeure, ce qu'elle cherche à faire pour développer l'intuition, c'est d'aller chercher cette gamme complexe du langage pour être capable de jouer sur toutes les phases de cette possibilité de communication de l'intuition. Alors, l'intuition, elle va nous permettre donc d'être clairaudient, clairvoyant, clairsentient, médium, intuitif, dans le sens qu'on peut avoir des inspirations, du channeling, faire du channeling, par exemple. C'est toutes des expressions pour moi qui correspondent à ce que j'appelle l'écoute majeure, mais qui correspondent aussi à ce que j'appelle l'intuition. C'est-à-dire que l'intuition peut être à un niveau très, très, très élaboré, peut être à un niveau très peu élaboré. C'est là qu'évidemment, il y a des selon ce que la personne aura choisi d'investir comme effort pour arriver à développer cette habileté-là. D'accord, ok. Alors, pour aller dans le sens que tu dis, pour préciser encore ta définition de l'intuition que je partage, j'aimerais que tu me donnes la différence que tu fais entre l'intuition analytique et l'intuition, ce que j'appelle sensorielle. Alors, je vais m'expliquer. J'ai interviewé un docteur en neurosciences qui s'appelle Christophe Haag et qui a écrit quelques bouquins sur l'intuition. Et lui, l'a défini comme un scientifique plutôt, va dans cet axe-là et va dire que en fait c'est l'ensemble finalement des expériences, des connaissances que tu as par rapport à un contexte donné qui finalement se loge dans la zone du cerveau qui est le territoire du limbique. Okay, donc c'est-à-dire qu'on emmagasine un certain nombre d'informations et qui font que ça peut ressembler par exemple à un sportif qui s'entraîne et qui répète. On emmagasine de l'information qui se loge dans le limbique et qui ensuite, lorsqu'on dégage des émotions, on va chercher l'automatisme, le mode automatique, ce qui nous permet dans certains contextes, dans certaines situations, d'être intuitif, c'est-à-dire de sentir au préalable ce qui peut se passer. Et moi, je fais une différence entre cette forme d'intuition qui est de l'ordre du connu finalement. Exact. Et celle donc que tu décris là, et qui est plus de l'ordre de la sensorialité, et qui va venir d'on ne sait où finalement. Pour l'instant, c'est encore un peu flou, même si tu dis qu'il y a, c'est vrai, quand même une vérification scientifique, une caution scientifique. Alors, est-ce que tu peux étayer un peu ce propos par rapport à quel est l'avis que tu portes et quelle différence tu fais justement par rapport à ces deux formes d'intuition? En fait, je te dirais que moi, j'appelle ça comme il y a deux façons de désigner ce que tu décris, je crois. Moi, j'appelle ça, dans un premier temps, dans notre niveau de conscience, il y a deux niveaux de développement. On pourrait dire ça, moi, j'ai un niveau de conscience limitatif que j'appelle. Limitatif fait référence au connu. Il fait référence à ce qu'on a emmagasiné. Il fait référence à la répétition.
il fait référence donc justement à cette idée que parce que je vais répéter quelque chose, je vais pouvoir donc acquérir une habilité, une confiance, une stabilité, etc. Et initialement, la limitation fait référence aussi à quelque chose qui se limite, c'est-à-dire qui se répète tout le temps. Alors, par exemple, des dynamiques que, par exemple, dans notre vie, on a tous déjà vécu ça, je pense, hein, des rencontres, des relations, par exemple, d'amis ou amoureuses, où on a l'impression de rencontrer toujours le même type de personnes. C'est-à-dire qu'on renoue contact avec toujours le même genre d'expérience. Alors pour moi, ce type d'expérience limitative font référence donc un peu à cette espèce d'espace connu dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors je pense que ce monsieur-là dont tu parlais tout à l'heure a sans doute cherché à développer l'intuition avec cette volonté, évidemment, de ramener ça tout au connu. Tout comme, par exemple, je pense à une dame qui s'appelle Elisabeth Laborde-Notal, qui avait écrit un livre qui s'appelait La voyance et l'inconscient, qui expliquait la voyance un peu de cette même façon-là. C'est-à-dire qu'elle reconnaissait justement qu'il était possible de mettre en évidence, de reconnaître le phénomène de la voyance, mais en reconnaissant justement que c'était une série d'événements, qu'on faisait des liens, justement, un peu comme tu décris, des liens qui étaient basés sur presque des liens logiques qui s'effectuaient avec un petit peu d'inconscient qui faisait qu'on arrivait à avoir une compréhension de son expérience de vie ou la compréhension de l'expérience de même d'une autre personne, mais d'une façon qui était basée sur l'ensemble de choses qu'on avait vécues tout au long de la journée, par exemple. Alors, elle allait même à la limite décrire l'idée que faire une lecture intuitive ou une voyance, ça reposait sur un peu comme un principe de « Ah, ben j'ai vécu un certain nombre de choses aujourd'hui, donc je fais un amalgame de tout ça et je fais une prédiction à la personne qui est devant moi. » Et selon elle, ça ne s'avérait pas nécessairement être une vérité. Là. C'était vraiment plus comme un genre de... pas un délire, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était proche de cette discussion-là. Alors évidemment, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce regard-là parce que, évidemment, je comprends que c'est là qu'on revient avec la question de l'intuition. Il y a des gens qui ont un certain degré d'intuition, qui ont développé un certain degré, un certain niveau, et qui restent beaucoup dans la limitation encore. C'est-à-dire qu'ils ont pris un peu de cette façon limitée de décrire l'intuition et de l'utiliser également. L'expansion, pour moi, c'est autre chose. L'expansion, c'est la conscience, moi en tant qu'être humain conscient, qui va faire confiance à un processus intuitif qui me dépasse. Là, je sors du connu pour accéder à l'inconnu. Et l'inconnu, justement, me met en contact avec une forme d'organisation intelligente qui dépasse ma conscience, qui ne peut pas être explicable par moi-même. C'est comme si j'étais obligé de m'ouvrir à quelque chose de plus grand que moi et que parce que je m'ouvrais à ce plus grand-là, il m'amenait dans un autre espace que le mien et il me permettait donc d'accéder à une réalité que je regardais différemment que celle que je serais capable de comprendre moi. Alors ça permet donc de vraiment élargir la conscience. Et pour moi, cette vision-là, expansive, se rapproche plus des intuitifs qui ont une certaine inspiration, c'est-à-dire qu'ils sont capables donc de vraiment amener des informations intuitives qui vont guider les gens parce qu'ils vont être capables vraiment de se connecter avec cette fameuse sagesse dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si, mais je vais reformuler. Oui, bien sûr, c'est gentil. Oui, bon, tu confirmais ce que je disais, bien sûr, où tu disais que finalement, il y avait une forme d'intuition qui restait dans l'ordre du connu, de ce qui était maîtrisé, et qui donnait une forme d'intuition dans une situation donnée, par rapport à... Et c'est donc une forme d'intuition qui est limitée, ok. Et tu parlais ensuite d'expansion, où justement on va capter par les différents sens dont tu faisais référence tout à l'heure, donc soit par clairaudience, par clairvoyance, par clairsensitivité, ou je ne sais plus le terme que tu as employé, justement où on va donc capter différentes informations que l'on va ensuite traduire d'une manière, justement, c'est là où je voulais faire la transition, c'est-à-dire que tu es auteur, écrivain, auteur, bien sûr, écrivain, et puis enseignant, mais tu es aussi thérapeute. Et j'ai un groupe de coachs, justement, un groupe d'apprenants, de coachs en devenir, hein, donc qui s'intéressent justement à cette forme d'intuitivité qu'ils peuvent avoir justement quand ils coachent quelqu'un, donc dans le cadre d'un face-à-face. Et justement, donc ces choses, ces informations que l'on capte là, dont tu viens de faire référence, comment tu les utilises toi dans un cadre thérapeutique, même si eux le mettront dans un cadre donc d'accompagnement pour le coup, mais qu'est-ce que tu en fais de ces informations? Comment tu les utilises? C'est sûr que moi, quand j'ai commencé au tout début, j'étais intéressé par la voyance, par l'astrologie. J'ai donc touché la voyance, l'astrologie, le tarot. Alors ça, c'est au début. Avant même d'avoir rencontré Ron, j'avais déjà un intérêt pour ces habiletés-là. Puis j'avais une formation en psychothérapie corporelle que je suivais. Donc,
Je parle de ça parce que justement, la première chose que moi j'ai rencontrée, c'est des voyants qui utilisaient le cadre de leur voyance, et des médiums également, qui utilisaient ce cadre-là d'une façon dominante, que j'appelle. C'est-à-dire que le voyant ou le médium arrivait avec sa vérité absolue, c'est-à-dire je suis médium, donc je communique avec une entité céleste quelconque, donc je suis le bon Dieu. Donc, tu vas te taire, puis tu vas m'écouter, et tu vas te prosterner après, puis tu vas me dire merci beaucoup d'avoir donné ces informations-là. J'exagère en disant tout ça, mais c'est quand même un cadre qui est proche de ça quand même, qui existe beaucoup chez certains intuitifs. On a l'impression qu'on a la vérité pure, donc on est un peu bête avec les gens, on n'est pas psychologue, on n'est pas dans la finesse toujours. On va même leur dire des choses un petit peu rudes, parce qu'à quelque part, on a le sentiment qu'on a la vérité pure, donc on peut se permettre ça. Moi, ça a été une chose qui m'a beaucoup gêné, dans les premières expériences que j'ai eues, parce que moi, j'avais la chance d'avoir des voyants qui m'aimaient bien, qui me donnaient de lecture intuitive, mais c'est le même voyant-là, elle avait fait des trucs un peu moches avec d'autres personnes que je connaissais, et puis je trouvais ça un peu dommage, parce que ça enlevait quelque part de la crédibilité puis de la valeur à ce qu'il faisait à mes yeux à moi. Donc, pour revenir à la question, c'est que moi, ce qui m'a intéressé beaucoup avec le travail intuitif, c'est de quelle façon qu'on peut aider les gens. Alors, oui, effectivement, dans ma façon d'utiliser l'intuition, c'est évident qu'il y a donc une volonté qu'elle soit thérapeutique, dans le sens que, pour moi, toute forme de communication, de toute façon, un jour ou l'autre, elle peut s'avérer thérapeutique. Alors, savoir bien dire ce qu'on perçoit, par exemple, si je regarde le champ énergétique d'une personne, par exemple, et que je perçois une information intuitive, la première chose que je vais chercher à faire avec cette personne-là, c'est de ne pas la mettre dans une case. Pourquoi? Mais parce que la physique quantique le dit très bien, on est tous énergie. Alors, si je suis énergie, c'est-à-dire que je suis en mouvement. Je ne suis pas un être figé. Alors, l'être figé, c'est la vision classique de la médecine, de la médecine douce même aussi. On a souvent tendance à dire aux gens, mais vous êtes acide, vous avez telle maladie, vous avez un déséquilibre du foie, vous avez ceci, vous avez cela. Donc, on a tendance à figer les choses. Alors moi, ce qui m'intéresse dans la pratique intuitive, c'est de mettre en évidence le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, c'est de dire à la personne, ben, regarde, là, je perçois telle chose, comment tu reçois ça? Donc, je dois toujours être attentif à comment la personne reçoit l'information intuitive que je lui donne pour qu'elle se donne l'opportunité de s'approprier l'information en désignant en mots comment elle se sent. Et après avoir fait ça, je vais faire des actions sur son champ énergétique pour permettre justement de modifier ce que j'ai perçu au début pour l'équilibrer davantage. Et de nouveau, je vais lui donner des informations, toujours en lui demandant comment elle le reçoit. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un genre d'échange qui va faire que d'une part, il va y avoir un décollage intuitif qui va être fait, d'autre part, il va y avoir un soin qui va être fait. Et dans l'idée, quelque part, que les personnes, on se donne tous les deux la main pour collaborer ensemble. Pour moi, la notion de collaboration est très importante. Et non pas d'avoir une vision dominante, parce que ça me paraît un peu dommage d'avoir ce regard-là quand on est dans une démarche intuitive. D'accord. Voilà. Ok, super. Alors, juste pour revenir par rapport aux questions précédentes où tu pensais que c'était peut-être un peu flou, comment tu fais, toi, parce que ça arrive à tout le monde, et justement, dans les métiers de l'accompagnement, il faut être attentif à ça, c'est-à-dire que dès lors que tu reçois un certain nombre de patients ou de clients, hein, pour les coachs, tu peux arriver facilement à mettre dans des boîtes après, comme tu le disais, c'est-à-dire ah oui, ça fait écho, il y a une résonance et oh, tu l'attribues. Et ça, c'est justement par rapport au territoire limbique de notre cerveau, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a donc que c'est de l'ordre du connu, on va le stocker, on va avoir tendance à s'y fier, d'accord? Donc c'est le cas de tout expert finalement, hein, qui a une connaissance dans un domaine. Alors comment tu fais pour arriver à faire la différence justement entre ce qui pourrait être de l'ordre de l'expertise, de l'analyse donc, okay, même si elle est très rapide et qu'elle peut prendre la forme d'une intuition, et la véritable intuition, celle dont on parle, hein, sensorielle, qui vient donc plutôt de l'extérieur de toi, ok? Et comment tu fais pour savoir de quelle sorte d'information tu disposes là? Est-ce que ça vient de l'intérieur, donc de toi, de ton analyse, ou justement une information que tu reçois? Comment tu sais faire ça? C'est sûr que cette question-là, quelque part, elle est fondamentale, puis elle est une question qui m'est posée régulièrement, parce que c'est sûr que ça demande... La première chose que moi, je crois qu'il faut apprendre à développer dans la pratique intuitive, c'est la foi. La foi envers notre outil. L'outil, c'est quoi? C'est l'imaginaire. Donc, la première étape, c'est de développer, donc, dans l'espace-temps, une régularité de pratique qui va faire que dans un petit journal, je vais pouvoir régulièrement écrire ce que j'observe, ce que j'expérimente, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, et d'arriver à développer une confiance envers l'outil intuitif. Si je n'ai pas cette confiance-là, je suis mal pris. Parce que ça veut donc dire que je vais toujours être dans le doute.
Donc, c'est important donc d'arriver à une forme de confiance relative hein, qui va me permettre de pouvoir me guider. L'autre chose, c'est que moi, dans ma pratique, souvent, j'ai un protocole que moi je fais. Et ce protocole-là, évidemment, c'est vraiment basé sur le principe de la dissociation. C'est-à-dire que l'imaginaire, c'est un langage, comme je disais tout à l'heure, et quand je fais une pratique sur quelqu'un d'autre, plus particulièrement, ou même sur moi-même, en fait, ça va m'arriver de le faire aussi, c'est vraiment prendre le principe qu'on est trois. C'est-à-dire, il y a moi, il y a mon partenaire, et il y a le processus imaginaire, le processus intuitif, qui est l'interface entre moi et mon partenaire. C'est-à-dire que moi, je ne regarde pas mon partenaire. Je fais souvent des consultations téléphoniques que je n'utilise même pas de caméra web, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre le temps d'avoir un regard sur la personne physiquement parlant. Je vais partir de rien, c'est-à-dire que je ne vais pas demander à la personne des informations sur elle et je vais partir de ce que je perçois dans le monde imaginaire. C'est là, quelque part, pour moi, la clé. Parce que si je suis capable, moi, d'appréhender mon partenaire simplement en allant voir qu'est-ce qui anime son être, par le processus imaginaire, ben c'est là évidemment qu'il y a une confiance qui va se manifester envers l'outil, puis le partenaire va être impressionné aussi par le fait que je suis capable de désigner en mots des informations justes sur lui ou sur elle. Alors c'est là que pour moi, ça, c'est vraiment les éléments qui vont me permettre de développer cette confiance-là pour être capable donc d'être sûr. L'autre chose aussi, c'est par rapport au mental. Une des grandes questions qu'on me demande souvent, c'est comment on fait pour faire différencier l'intuition avec le mental. Moi, je dis toujours aux gens, il n'y a pas de différenciation à faire entre les deux. C'est-à-dire que le mental fait partie du processus intuitif et on devrait le considérer comme tel. Il a été démontré maintenant que les deux hémisphères se synchronisent entre eux pour favoriser le développement de l'intuition. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un processus où on est uniquement dans un hémisphère, on est vraiment dans un processus où les deux hémisphères collaborent ensemble. Donc, ça veut donc dire qu'on est capable de reconnaître le rationnel et l'intuitif comme étant deux frères qui ont avantage à collaborer ensemble si on veut élargir notre champ de conscience. Voilà. D'accord, ok. Tu parles de synchronisation cérébrale, donc ça veut dire que, est-ce que techniquement, il faudrait que, et on va commencer à en parler justement des vibrations cérébrales et donc des mesures énergétiques de ces champs-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que il faut relier donc cette synchronisation cérébrale, donc entre le cerveau droit et cette synchronisation hémisphérique, pardon, du cerveau droit et du cerveau gauche. Est-ce que c'est un élément incontournable pour avoir accès à cette forme d'intuition? C'est-à-dire que je pense que la démarche moi, comme je l'enseigne, je pense qu'effectivement, on arrive inévitablement à cette forme de synchronicité-là. C'est-à-dire que les deux hémisphères vont participer au travail intuitif. C'est-à-dire que je suis témoin et j'observe une perception imaginaire et je vais ensuite questionner cette perception imaginaire. Ça, c'est vraiment le déroulement que moi j'enseigne. Donc, ça veut donc dire que toute perception imaginaire, elle est distincte de moi. Je la reconnais comme étant un matériel qui ne m'appartient pas. C'est un matériel qui appartient. Soit c'est un travail que je fais sur moi, donc ça appartient à mon corps qui m'enseigne quelque chose, soit je le fais sur quelqu'un d'autre, ça appartient donc à la réalité de l'autre qui m'enseigne quelque chose à son sujet. Donc l'idée, c'est vraiment d'être capable de garder cette position de témoin qui va favoriser, à mon sens à moi, cette synchronicité-là entre les deux hémisphères cérébraux. D'accord. Alors avant qu'on aborde justement les fréquences cérébrales, qui peuvent peut-être expliquer aussi, en tout cas, à un certain niveau de vibration, en tout cas, qui sont source d'états modifiés de conscience. Je pense que peut-être que c'est peut-être par cette voie-là qu'on arrive aussi à l'intuition. En tout cas, tu me le confirmeras ou me l'infirmeras. Ben écoute, je ne sais plus la question que je voulais te poser, mais on va continuer là-dessus. Je voulais revenir sur une chose, mais ça va me revenir. C'est pas, on va continuer là-dessus. Est-ce que, donc justement, on parle de vibration cérébrale et donc d'état, donc de niveau delta, theta, alpha, etc. Donc, est-ce que c'est justement par le niveau theta qu'on va avoir accès? Bon, ça c'est sûr, aux états modifiés de conscience et étendus, c'est vrai, mais est-ce que c'est la voie justement d'accès à l'intuition aussi? La recherche là-dessus, elle est, de ce que moi j'en sais, hein, peut-être que tu vas m'apprendre quelque chose, mais ce que j'en sais par rapport à ces zones-là, c'est qu'elles sont assez contestées actuellement et que face à l'intuition, les θ sont effectivement des ondes qui ont été reconnues ou identifiées comme étant favorables à l'intuition, mais elles ne sont pas les seules. Il y en a d'autres également qui vont favoriser ça aussi. Donc, moi, je suis pas, j'aime pas avancer quelque chose sans l'avoir expérimenté. Dans ce sens-là, l'expérience à ce niveau-là, j'ai pas expérimenté. Je peux pas dire que dans mon cas, c'est des ondes θ qui sont favorables ou autres ondes. Mais effectivement, on peut facilement envisager que
l'état modifié de conscience, le chamanisme avait reconnu ça depuis bien longtemps, c'est-à-dire que les états modifiés de conscience favorisent une ouverture envers soi-même et envers l'extérieur qui vont permettre ce genre d'expérience intuitive-là. Ça, c'est clair et net et précis. Maintenant, quelles sont les ondes particulières pour y arriver? Je ne pourrais pas répondre de façon très, très scientifique, justement. D'accord, ok, très bien. Alors, je ne sais pas plus, donc je pourrais rien t'apprendre à ce sujet. C'est dommage. Mais bon, je me documente, donc je pourrais éventuellement te donner quelques renseignements si elles sont opportunes pour toi. Alors, on parle aussi pas mal, un des champs qui sont explorés aussi dans toutes ces thématiques, c'est l'inconscient et le subconscient. Est-ce que tu fais une différence à travers ça? Qu'est-ce que c'est que pour toi l'inconscient et qu'est-ce que c'est que pour toi le subconscient? Ouais, moi, dans ma démarche, en fin de compte, j'ai toujours mis en évidence qu'il y avait le conscient et l'inconscient. Le subconscient, j'en ai pas tellement tenu compte, quoiqu'en même temps, pour moi, j'aime bien appeler l'aspect sagesse intuitive. Pour moi, le subconscient, ça fait partie de cette définition-là, de cette fameuse sagesse intuitive qui se manifeste. Alors, évidemment, comme on sait que, par exemple, l'hypnose va utiliser beaucoup cette notion de subconscient et qui met en évidence qu'on a des ressources créatrices en dedans de soi. Ces ressources créatrices-là, à mon sens, à moi, elles se manifestent dans le processus intuitif. Alors, d'une façon un peu différente, évidemment, parce que dans l'hypnose, on va chercher à libérer des ressources créatrices par des techniques verbales. Dans le travail intuitif, on va chercher simplement à mettre en évidence que ces ressources créatrices, elles existent et elles peuvent collaborer directement avec nous, où on peut vraiment les utiliser pour mieux comprendre notre personne. Dans ce sens-là, donc le subconscient, pour moi, est vraiment relié à cette sagesse intuitive. Le conscient, évidemment, est vraiment relié à ce qu'on connaît de nous avec nos modes de perception. Et l'inconscient, c'est quelque chose qui est plus inconscient, où on s'est protégé de diverses expériences de vie, souffrantes souvent, qui vont nous garder dans une limitation, parce que on n'est pas conscient de ces limitations-là. Donc, on va avoir tendance à reproduire, un peu comme des aimants, on va attirer vers nous des gens qui vont être appelés, entre guillemets, par ces contenus psychiques inconscients qu'on a en soi, et ils vont chercher donc à les reproduire. Pourquoi? Ben, moi, je pense que c'est parce que la vie, elle est bien faite. Elle nous invite justement à se réunifier avec certaines facettes de soi dont on s'est coupé. Et le processus ultime de chaque être humain, c'est de retrouver la réunification à chacun d'entre nous. Voilà. D'accord. Donc, on pourrait dire que l'inconscient, finalement, ce sont des choses qui sont de l'ordre du connu, hein, mais qui nous est interne, finalement, mais qu'on a occulté, volontairement ou involontairement. Oui, puis si on revient avec la psychanalyse ou les grands maîtres de la psychanalyse, on doit simplement penser que Freud disait, lui, que l'inconscient c'était strictement relié à une forme de limitation, c'est-à-dire à des expériences traumatisantes, par exemple. Il y a Wilhelm Reich, qui est un autre psychanalyste, qui a mis en évidence que dans le corps, il y avait de la mémoire qui s'engrammait, qui s'accumulait. Donc, la psyché était colorée par une structure corporelle. Donc, l'inconscient n'était pas simplement dans la tête, mais c'était dans le corps. Et il y a Jung qui est arrivé en disant qu'il y avait une forme de sagesse intuitive, une forme de processus intelligent qui nous faisait évoluer et avancer, que l'inconscient n'était pas simplement quelque chose de limitatif, mais il était également quelque chose d'expansif. Alors, je pense que les trois définitions que je viens de nommer représentent bien ce que moi, je crois sur quoi on travaille dans la pratique intuitive. Voilà. D'accord, ok, très bien. Voilà, et donc le subconscient, c'est plutôt donc de l'ordre de la sagesse imaginaire dont tu parlais. Qui est plutôt donc alors là comment tu qualifies ça, comment tu pourrais préciser la sagesse justement imaginaire dont tu parles? C'est quoi? C'est le cœur, c'est les émotions, c'est à l'extérieur de nous? En fait, c'est quelque chose qui fait partie un peu comme le bon Dieu. La définition du bon Dieu, c'est qu'il est partout. Ouais. Alors, on pourrait désigner certainement cette sagesse intuitive-là comme étant partout. Maintenant, selon ma propre capacité, moi, de me rendre réceptive à ce grand tout-là, ben, je vais être capable de pouvoir capter. Par exemple, si je vais dans mon genou, par exemple, et je capte une mémoire dans mon genou qui est associée à une expérience de mon vécu, ben, je suis en train de communiquer avec la sagesse intuitive. Mais une sagesse intuitive qui est très restreinte, qui est vraiment reliée à une expérience de vie qui est en moi. Et que si j'interagis avec cette expérience de vie qui est en moi, il est possible qu'elle se dégage et qu'elle se rende de plus en plus réceptif à une forme de sagesse qui va m'amener ailleurs que ce que j'ai vécu à l'âge de 8 ans, par exemple. C'est-à-dire qu'elle va me rendre réceptif à un processus évolutif dans lequel je suis en train de faire partie et dans lequel je tends.
Alors que si on commence à se rendre conscient qu'on peut élargir ce champ de conscience-là, cette sagesse-là, elle peut nous permettre d'accéder à des mémoires d'autres vies, elle peut nous permettre d'accéder à des potentiels futurs, elle peut nous permettre de développer une conscience avec des guides, avec des sages. Vous voyez, c'est cette sagesse intelligente-là, plusieurs noms, plusieurs façons de se présenter à nous, et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, d'accord. Okay. Alors j'ai retrouvé la question que je voulais te poser. Ah, voilà. C'était lorsque je t'ai interrogé justement sur comment tu utilises finalement les informations que tu reçois dans un cadre donc d'accompagnement, donc thérapeutique pour te concernant. Tu parlais donc de processus à appliquer, donc je pense que tu as des protocoles. Est-ce que justement aussi tu utilises le questionnement justement? Est-ce que l'information tu la reçois et est-ce que tu la mets en conscience aussi chez ton patient? Bon, pour revenir sur le questionnement, la première étape, c'est que dans la démarche intuitive, tout ce qu'on appelle le décodage intuitif va se faire par un questionnement des perceptions imaginaires. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je perçois quelque chose dans le champ de mon partenaire ou de moi-même. Je vais d'abord et avant tout décrire ce que je perçois. Et ensuite, je vais m'adresser à cette perception-là pour lui demander quel est son message, quelle est sa raison d'être. C'est un peu comme si j'établissais un dialogue, un peu comme si je me retrouvais devant toi et je te disais bonjour, comment ça va, et que j'attendais que tu me dises ça va bien ou ça va pas bien. Alors, si tu me dis ça va bien, je vais peut-être te dire ça va bien, mais qu'est-ce qui se passe de bon? Ou si tu me dis ça va mal, bon, je vais te demander ça va mal, qu'est-ce qui se passe? Il y a un genre de dialogue, une communication tout simplement, naturellement, qui va se faire. Dans la démarche intuitive, c'est la même chose, sauf qu'on s'adresse à des perceptions imaginaires. C'est la grande distinction. Et évidemment, ensuite, après ça, il y a plein de séries de techniques pour interagir avec le monde imaginaire, pour le provoquer un peu, comme si tu ne me réponds pas, ben, je vais peut-être te donner une tape sur l'épaule en te disant, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Ou je vais peut-être te brasser, ou je vais peut-être faire quelque chose pour essayer de te faire réagir. Alors tout ça, c'est un peu la même chose que l'on fait dans la pratique de l'écoute imaginaire, et c'est là qu'on va intégrer des notions de soins, parce que les notions de soins vont interagir avec la perception pour la ramener donc à un niveau plus équilibré, plus harmonieux. Donc, on va constater que plus cette énergie est harmonieuse, plus elle va nous dévoiler des informations de sagesse plus importantes. Ça, c'est le premier volet de la réponse. Le deuxième volet de la réponse, c'est qu'effectivement, on peut faire participer notre partenaire. D'une part, quand on lui donne de l'information, on va toujours lui demander comment il le reçoit, mais d'autre part, on peut très bien l'amener à voyager dans son propre monde, alors que nous, on perçoit des choses, on peut l'inviter à aller explorer son propre monde intérieur, là où nous, on perçoit des choses, pour l'amener effectivement à faire un travail de conscientisation, non pas juste conscient, mais conscientisation de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, dans ses propres perceptions imaginaires, pour être capable donc de l'amener à devenir son propre maître, on pourrait-on dire ça comme ça, c'est-à-dire être capable de développer une autonomie de plus en plus grande pour qu'il ne perçoive plus que je suis la personne qui va le sauver, mais que lui-même puisse se sauver. Alors ça, c'est une démarche qui est également proposée dans la pratique aussi. Ok. Ben, très bien, Sylvain, c'était très intéressant. Je continuerai encore quelques minutes, mais je crois que c'est déjà à l'heure. Hein, on avait dit qu'on disait 1 heure d'interview, donc c'est le moment. Je te remercie beaucoup à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, mais ça me semble quand même déjà être bien complet. Est-ce qu'il y aurait une conclusion que tu pourrais faire? En fait, je dirais peut-être la chose suivante, c'est que l'intuition, finalement, c'est un mode de communication que tout être humain possède. Donc, les applications de l'intuition, quelque part, sont absolument multiples. Là, on a parlé d'une façon un peu générale de ce que c'était que l'intuition, mais c'est évident qu'au niveau concret, on peut très bien développer une intuition pour définir la qualité d'un aliment, définir ce qui se passe à l'intérieur de soi-même, définir un peu le sens de la vie, etc. Il y a une foule de multitudes à ça. C'est-à-dire que l'intuition fait partie de la vie. On ne peut pas donc la dissocier, on ne peut pas l'amener même à croire que c'est quelque chose de merveilleux, de fantastique, d'exceptionnel. C'est exceptionnel, mais la vie est exceptionnelle. Ça fait donc partie de la vie. Il faut sans doute apprendre maintenant à l'enlever, ce côté merveilleux autour de l'intuition, pour la rendre de plus en plus accessible à chacun d'entre nous, pour qu'on comprenne que tous et chacun de nous possédons cette habileté-là. Il faut juste maintenant apprendre à lui faire confiance. Et c'est ça que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Voilà. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'intuition, à la base, à l'origine, c'est quelque chose que tout le monde possède finalement, et que justement ça a été peut-être mis de côté ou superposé à justement une réflexion analytique? Moi, je pense que la première chose qui était le problème face à l'intuition, c'est que l'intuition nous rend vivants en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Si je suis vivant, je suis beaucoup moins soumis,
Je suis beaucoup moins quelqu'un qui va se conformer à la société. Je suis quelqu'un qui devient créatif, qui devient effectivement capable de reconnaître sa puissance, sa grandeur. Et comme on vit dans une société où, évidemment, il y a des dominants et des dominés, c'est-à-dire qu'on vit dans une société où on essaie d'une conformité, c'est-à-dire qu'on essaie de contrôler la population, hein, quelque part, malheureusement, c'est quand même un peu ça que ça ressemble. Évidemment, on cherche tout ça à contrôler l'imaginaire de cette population-là. Donc, en contrôlant cet imaginaire-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des églises. Les églises, qu'est-ce qu'elles ont permis de faire? C'est de dire, ben voilà, vous allez croire en un Dieu, vous allez devoir lui faire un certain nombre de trucs hein, pour qu'il soit heureux, etc. Et ça s'est continué pendant des siècles, tout ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un ère où on peut maintenant ouvrir la porte à quelque chose de plus grand que soi et le regarder dans les yeux en reconnaissant que ce qui regarde, ce qu'il regarde vers nous, c'est pas un monstre, c'est pas un être qui est dominant, c'est pas un être qui est méchant et qui veut, il veut uniquement notre bien. Et il veut uniquement notre bien parce que quelque part, il est là pour justement nous guider tout simplement et que nous, on a collaboré avec lui dans cette même idée-là. Et je pense que c'est ça qui est révolutionnaire avec la physique quantique, c'est que ça met en évidence qu'on commence à reconnaître que le bon Dieu n'est peut-être pas celui qui a une barbe ou quoi que ce soit, mais il est quelque chose de plus, c'est quelque chose finalement qui appartient à une forme de lumière, quelque part, qu'on commence à toucher et qui n'est pas basé sur des croyances religieuses ou quoi que ce soit. Alors, on est en train de découvrir quelque part que chacun d'entre nous avons une relation directe avec cette lumière-là et qu'il est donc possible pour chacun d'entre nous de la développer. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, dans tout ton discours, dans tout ton propos, tu parles donc beaucoup de croyances, mais pas forcément de croyances religieuses, hein, mais de croyances, croire que c'est possible, avoir confiance en ce que l'on a finalement au fond de nous, et qu'on remplace par justement une réflexion qui paraît peut-être plus aboutie et plus sûre, justement, qui pourrait nous éviter justement, ou qui nous permet d'arriver à un résultat certain par rapport à une stratégie mentale, une réflexion, alors qu'en fait, on a peut-être les réponses, en tout cas, à nos situations de manière intuitive, simplement en réécoutant finalement ce qu'on perçoit de manière originelle. C'est ça? Exactement. Puis c'est un apprentissage, évidemment. C'est de refaire confiance à un mode de perception qui est en nous, mais qu'on a appris à ne pas valoriser ou reconnaître parce que, étant enfant, on se faisait dire qu'il ne fallait pas être dans le monde des rêves, dans le monde imaginaire. On a bien compris, très jeune, que c'était défendu, tout cet univers-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le défi de renouer contact avec notre intuition, c'est de se donner l'autorisation de pénétrer dans ce monde imaginaire-là pour découvrir qu'il est là pour nous amener dans un autre regard sur notre propre réalité, qui est enrichi par une forme de sagesse qui peut nous guider, nous orienter. C'est ça un peu l'idée. Ok. Eh bien, écoute, Sylvain, je te remercie beaucoup. Je te remercie aussi. Je te souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Et je te dis peut-être, enfin certainement à très bientôt. Et merci pour ton heure là de participation. Merci beaucoup. Je te remercie. Au revoir. Au revoir.